juste un petit mot en attendant le retour des personnes. Donc, je suis allé très vite tout à l'heure par rapport au petit poteau Mokli, ça s'appelle comme ça. Mokli, c'est la boîte qui fait ce type de jeu. Donc voilà, c'est leur spécialité. Ils font des jeux qui peuvent mettre un petit peu dans des commerces, des supermarchés, etc. Donc c'est assez intéressant pour inviter les personnes à jouer. Donc n'hésitez pas, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais les super lots que vous gagnez, il faut venir les retirer ici. Et donc il y a une personne quelque part dans la maison. Donc ne partez pas sans récupérer les clés de la voiture que vous avez gagnée. Non, il n'y a pas de voiture ? Petite chose aussi, vous avez peut-être entendu une petite musique. Ah, je sais pas, on l'a plus, on peut la remettre. Voilà, cette petite musique là, mine de rien, elle n'est pas choisie au hasard. En fait, elle est produite par une entreprise qui s'appelle Feelboost. C'est une start-up qui compose des musiques qui aident à la concentration. Voilà, c'est leur job. Donc, c'est des musiques qui incitent à mieux se concentrer au travail. Voilà, c'est un peu innovant. Et là encore, parmi les lots à gagner, alors s'il n'y a pas de voiture, en revanche, il y a des abonnements à Feelboost que vous pourrez, comme ça, vous pourrez expérimenter la chose et voir si votre taux de concentration s'améliore grâce à cette musique. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Je vais juste jeter un petit œil. F-I-L-B-2-O-S-T. Ouais, mais tout attaché. F-I-L-B-O-O-S-T. Je propose qu'on démarre parce que sinon, après... Maestro jingle. Voilà, on s'en met un petit coup de jingle. Petit moment de publicité, page de réclame. Le temps est précieux. Tout le monde court après le temps. N'a pas le temps, est surbooké. Le temps, c'est de l'argent. Gagnez du temps. Profitez du temps présent. Oui, mais comment ? Grâce à des solutions de gestion dans le cloud. Experte, intelligente, Simple. Puissante et accessible. qui offre une expérience utilisateur unique, intégrant les usages d'aujourd'hui et de demain. Encore plus de collaboration. Et une simplicité d'utilisation qui fédère toutes les générations. Des solutions CRM et ERP Qui vous ressemblent et s'adaptent à vos besoins. Totalement addictive. Elles offrent la liberté de travailler où, quand et comme on veut. Pour s'accorder du temps. Échanger, créer, s'inspirer. et vivre l'entreprise autrement. Nous sommes Divalto. Instigateur du temps présent. Un, deux, trois, quatre.
merci à nos partenaires qui nous aident fort pour cet événement. Autopromotion, du coup, on vous rappelle qu'effectivement, à la CCI, on est là, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez flasher le QR code si vous voulez. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement dans vos projets de maturité digitale. Donc, tout de suite, pour ne pas manger trop sur son temps, Nicolas, merci. Nicolas, Société Mobitic, pardon. Je lui donne tout de suite la parole. Vous avez vu, c'est une matinée où on fait du business. Tout à l'heure, c'était vraiment sur la partie référencement. Publicité en ligne, voilà. Et donc là, on arrive sur la partie optimisation des sites web. Merci Nicolas. Merci à toi. Alors, il paraît que je ne dois pas bouger, donc je vais être très très fixe. Est-ce que ça va là-bas? Est-ce qu'on me cadre? C'est bon. Je vais essayer de ne pas bouger, parce que je suis quelqu'un qui me déplace beaucoup. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être nombreux. Il y a des visages que je connais, que j'ai déjà vus. Je me présente devant vous parce que d'habitude, je suis plutôt dans ma grotte. Moi, je suis un marketeur, un webmaster, donc je suis plutôt dans mon bureau en fait, à travailler. Donc, c'est une des premières fois que je fais cet exercice. Ce que je vais vous montrer là aujourd'hui, c'est juste une petite définition de mon métier, de ma journée de travail, des projets sur lesquels on travaille. Et le but étant de vous montrer dans ce périmètre que je vais vous présenter, qui est un périmètre assez large, puisque dans le domaine du web, on touche à pas mal de choses. En fait, il y a des domaines techniques, il y a des domaines marketing. Les deux se rejoignent très souvent, et c'est même une bonne chose quand ça se rejoint. Eh bien, dans ce périmètre-là, je vais essayer de vous dépeindre un petit peu le paysage, en espérant vous donner des clés qui vous aideront dans vos projets, si vous en avez à créer, ou qui vous aideront dans le dialogue aussi avec vos agences, parce que souvent, c'est difficile de dialoguer avec une agence quand on ne sait pas ce dont on a besoin. Et si l'agence ne vous communique pas ces choses-là ou ne vous pose pas les bonnes questions, il peut y avoir un dialogue de sourds comme ça pendant longtemps. Et c'est ce qui fait que nous, ça nous arrive de récupérer des clients qui vont avoir un site depuis quelques années, mais ce site ne sera pas forcément performant, pas au top du top, il ne va pas réaliser son plein potentiel, il va stagner, et c'est une situation qui est un petit peu dérangeante quand l'entreprise veut se développer. Ça ne veut pas dire que l'agence est mauvaise, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de dialogue qui s'instaure entre, et on ne peut pas attendre un besoin d'une personne qui n'a pas cette science-là, c'est-à-dire que ce n'est pas au client d'exprimer ce qu'il aimerait avoir, c'est à l'agence de montrer le paysage entier. Ensuite, on va voir qu'il y a plusieurs éléments dans une stratégie web, et vous en entendrez parler par d'autres que moi, vous le verrez quand vous faites une recherche Google, il y a énormément de stratégies à mettre en place pour avoir du succès sur Internet, et certains vous prouveront qu'ils ont du succès avec ces stratégies. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre toutes ces stratégies en place, pas toutes au même moment. Peut-être que certaines stratégies vont être mises en place au départ d'un projet, peut-être que d'autres viendront après. Mais ce qu'il faut, c'est avoir cette espèce de recul, cette clairvoyance pour ne pas tout mettre en même temps et s'épuiser. On vous dit de faire du SEO, ça y est, alors vous mettez un agenda SEO de folie. Pendant 6 mois, toutes les semaines, vous allez produire 5 articles de blog parce qu'on vous a dit que c'était bon pour votre SEO. Ce n'est peut-être pas forcément la solution. Peut-être que vous allez vous essouffler, peut-être que c'est de l'énergie gâchée. Il y a peut-être d'autres choses à mettre en œuvre, et donc on va dépeindre ce paysage ensemble. J'attire aussi votre attention sur les questions que vous pouvez me poser. Donc s'il y a des mains qui se lèvent, il n'y a aucun problème, je peux y répondre, parce que là c'est vraiment un traitement de surface, et je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je peux le faire sur des questions spécifiques. Donc je suis Nicolas Louis de la société Mobitic, ça fait 10 ans qu'on existe sur Mulhouse, et mon métier c'est web marketer. Je travaille avec plusieurs profils autour de moi. Un web marketer, en gros, pour moi, il va faire la jonction entre un commercial qui va comprendre ce que vous faites et un technicien qui va comprendre ce qu'on peut mettre en œuvre pour que vous soyez performant commercialement. Voilà, ça c'est mon métier. Et donc on va travailler sur des sites e-commerce donc de vente en ligne ou des sites vitrines. C'est pas parce qu'on a un site vitrine aussi que c'est pas possible de faire du chiffre d'affaires. Il y a des sites vitrines qui font énormément de chiffre d'affaires. C'est juste que la vente n'a pas lieu tout de suite sur le site internet, mais on va collecter des prospects, on va collecter des numéros de téléphone. Très bien, alors je vais tester la télécommande. Parfait, ça marche bien. Qui a un site internet ici? A priori, pas mal de monde. Ouais, qui a une présence en ligne, un compte LinkedIn, qui l'entretient, qui y va tous les jours. Vous êtes tous concernés, donc j'imagine que les mots que je vais utiliser, je vais essayer de les faire le plus simple possible. Et s'il y en a un qui sort, vous me pardonnerez, j'essaierai de le définir. Mais donc tout le monde a une présence en ligne. Qui a des résultats? Il y a moins de mains là. C'est un petit peu plus compliqué, on dirait.
Voilà, parce que ça, c'est que le deuxième stade. Parce que quand vous avez des résultats, en fait, il y a encore une autre question, c'est qui veut plus de résultats? Et là, on voit que ouais, c'est un petit peu plus dur. Et la grande difficulté, c'est savoir comment se situer dans tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'avoir des résultats? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant par rapport à nos budgets? Est-ce que c'est suffisant par rapport aux ressources, à l'énergie qu'on met en place? Ça, c'est assez important. Donc, tout le monde a un site. Quelques-uns d'entre vous ont des résultats, quelques-uns ont des leads, quelques-uns ont peut-être déjà vendu quelque chose en ligne. Vous avez déjà reçu une notification mail qui vous dit une nouvelle vente sur votre site internet? Ouais. Ouais, Joe, là-bas, oui, je sais. Je sais, tu en as fait des ventes. Et ben, c'est très bien. Et je peux vous garantir que quand vous faites votre première vente en ligne, ça procure quelque chose. En fait. Moi, j'ai commencé par faire des sites e-commerce. Je n'avais pas vendu pour moi-même. Je vendais des sites pour les autres, mais je n'avais pas vendu pour moi-même. Et bien, il y a quelques années, il y a à peu près 3 ans, j'ai créé mon propre site e-commerce aussi. Et faire ma première vente, bah, c'était quelque chose. Ça m'a beaucoup aidé aussi en termes de crédibilité, parce que vous pouvez vendre des sites si vous n'avez jamais vendu vous-même quelque chose. C'est un mauvais point de départ. Voilà. Petit point également, si vous avez affaire à votre agence, demandez-leur si eux-mêmes ont déjà vendu quelque chose en ligne. Ça, c'est une question piège qui peut être assez drôle. Très bien. 75% des TPE-PME ont un site internet. Ça correspond à peu près aux mains qui se lèvent, une présence en ligne. Les agences, elles sont en plein boom. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'agences, mais en parallèle, il y a énormément de choses qui se font pour favoriser les agences. Aujourd'hui, les agences, elles prospectent sur des gens qui ont des sites internet, mais des sites internet qui sont en situation de refonte. Et ça, pour les agences, bah, c'est super intéressant, parce que ça ne veut pas dire que vous avez un site internet que vous n'avez peut-être pas besoin d'une refonte. Un site internet, on peut le refondre très très fréquemment. Moi, j'ai eu le cas d'un client qui a fait 3 refontes en 3 ans. Pour moi, donc c'est pas dans notre agence. Ça ne veut pas dire qu'on était mauvais, ça veut juste dire que sa stratégie a évolué et que le succès étant assez rapide pour cette personne-là, il vend du vin en ligne, ben, on a dû s'adapter en fait et voire même changer de technologie en cours de route. On est passé de WordPress à PrestaShop en suivant le rythme du client et c'était quelqu'un qui, quand il a vu qu'il avait ce succès, en général, il en veut un peu plus, il veut plus de résultats, plus d'appétit, plus de budget, ça se débloque et donc du coup on peut faire plus de choses. Les agences, elles sont en plein boom. Il y a des créations, il y a des refontes et il y a aussi des aides. Alors j'attire votre attention parce que la CCI, pourtant, communique énormément sur le sujet, mais allez les voir pour parler des aides. Il y a des aides dans la région et ce n'est pas des aides, c'est pas un petit chèque à 250 €. C'est vraiment une belle portion de votre projet web qui va être pris en charge. Et ça continue. Il y a eu des aides pendant le Covid, mais là, en ce moment, il y a vraiment des aides intéressantes pour ceux qui veulent se lancer, notamment en e-commerce, parce que les devis, je sais, sont des fois un petit peu élevés. Sur les trésoreries, ça pèse un peu. Mais vous pouvez prendre en charge de très très belles portions en subvention. Pourquoi? Pour qui? Alors, on se pose souvent la question dans l'agence, en fait, est-ce que la personne elle a vraiment besoin d'un site internet? Parce que finalement, il y a peut-être des gens qui s'en sortent très bien avec du commerce traditionnel. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que avant de procéder à un acte d'achat, vos prospects, ils vont aller sur Internet et ils vont fouiner, ils vont chercher. Vous ne le voyez pas, mais moi, je me l'imagine de cette manière-là et on le voit, nous, dans les statistiques de trafic, il y a des gens qui viennent vérifier. C'est-à-dire qu'entre une entreprise qui va poser un devis, son concurrent qui va poser un devis et le prospect, celui qui peut gagner la bataille, ça peut être celui qui a un site internet sur lequel il va parler de ses projets, sur lesquels on retrouvera les avis, sur lequel il va y avoir autant de preuves autour, de preuves sociales intéressantes qui vont venir rassurer le prospect juste avant sa prise de décision. Ce qui est un peu douloureux là-dedans, c'est que ça, vous ne le voyez pas. Mais observez un petit peu les gens. Moi, j'aime bien regarder un petit peu. Vous allez à Decathlon, pas très loin, à Decathlon Wittenheim, ici, vous avez des gens qui essayent des paires de chaussures. Ils regardent les prix sur Internet. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, elle cherche un prix. Ça veut dire qu'elle aime bien tester aussi en conditions réelles. Et elle va chercher en fait toutes les preuves dont elle a besoin en fait, pour crédibiliser son achat avant d'acheter. Peut-être qu'elle achètera chez Decathlon. Bon, ce serait vache de ne pas le faire. Mais certains, en fait, viennent juste essayer et ensuite, ils achèteront en ligne. Donc, soyez très, très vigilants là-dessus aussi. Pour quels résultats? Alors, il y a une multitude de résultats à attendre sur Internet. En fait, vous pouvez attendre des appels. Typiquement, un artisan, on verra tout à l'heure, j'ai un petit exemple d'un site vitrine. L'artisan, lui, il ne veut pas vendre en ligne. Lui, ce qu'il veut, c'est des appels toute la journée, il veut que son téléphone sonne. Donc ça peut être un premier résultat. Ensuite, il peut simplement vouloir une présence en ligne. J'ai eu le cas d'un client qui m'a dit « Je ne veux surtout pas plus de clients. Je veux juste une présence en ligne, donc n'en faites pas trop. »
Ça peut être un postulat de départ. N'en faites pas trop, on a assez de clients. Je veux juste montrer mes projets pour crédibiliser mes devis que je fais par ailleurs sur le terrain. Ça peut être un objectif. Une autre entreprise, pas très loin d'ici, nous a dit je veux vendre mon entreprise, je veux rendre la mariée belle, comme on dit. C'est ça dans l'entrepreneuriat, je veux rendre la mariée belle. Ok. Donc je voudrais un site pour montrer comme mon entreprise elle est géniale et appuyer spécifiquement sur tel et tel argument avant de vendre. 2 ans après, il a vendu. Alors, ce n'est pas que grâce au site internet, il y a eu quelque chose effectivement de fait en interne. La personne était en fin de carrière, il avait une très belle entreprise, mais son image en ligne, elle était irréprochable et je pense que ça a pu crédibiliser la cession de l'entreprise. La vente en ligne, bien sûr, ça c'est un résultat qui peut être intéressant. Bonjour, bienvenue. La vente en ligne. Les formulaires de contact, le classique formulaire de contact. Bonjour, j'ai un besoin, voici un petit peu de détails, merci de me rappeler. Au passage, vérifiez dans les maintenances de site internet que vos formulaires fonctionnent, parce que s'ils dysfonctionnent, vous perdez des prospects et c'est compliqué. J'ai eu le cas en tout début de carrière avec un de mes collaborateurs qui s'est fait tirer les oreilles, en fait, où là c'était la double peine, c'est qu'il y avait un champ du formulaire, le plus important, enfin quelques champs du formulaire en fait, qui n'ont pas été transmis. En fait, j'avais juste le besoin clairement exprimé, pas le mail, pas le contact, pas le nom de la personne. Et c'était un prospect en or parce que c'était une boîte qui fait toujours des nacelles pour la peinture quand il faut atteindre des endroits un petit peu difficiles. Et là, il s'agissait de l'entretien d'une flotte d'hélicoptères dans le sud de la France. Enfin, le truc rêvé quoi, pour louer ses nacelles et ses services. Mais j'avais juste un long descriptif comme quoi le prospect était génial, mais pas son contact. Je me suis fait engueuler. Voilà, j'avais 2 ans d'activité. J'ai pris sur moi. Et puis mon collaborateur s'est fait tirer les oreilles parce que c'est un oubli et c'est compliqué. Donc testez impérativement vos formulaires de contact, testez que c'est bien le bon numéro de téléphone qu'on appelle, etc. Testez. Vous pouvez faire confiance à votre agence, bien sûr. Par contre, testez parce que l'erreur, elle peut arriver. Et donc ce serait dommage de rater le prospect de l'année. Pourquoi ? Par quel résultat ? Comment ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un petit point sur la vie du prospect, parce que tout le monde n'a pas ces notions d'un point de vue marketing de base, on va dire. Un prospect, il a une vie. Avant même d'être prospect, c'est un inconnu. Voilà, un suspect, on va appeler ça comme ça. C'est quelqu'un qu'on suspecte peut-être d'être intéressé par nos produits ou services. Et puis cette personne, comme elle a un intérêt pour telle ou telle thématique, la vôtre peut-être, elle va devenir un visiteur. Donc pour ça, en fait, elle va visiter votre blog, votre site web. Peut-être même qu'elle va doucement se glisser vers le chemin de la conversion. Parce qu'elle va devenir un prospect, en fait, elle va prendre contact avec vous. Parce que le webmaster et parce que vous, dans votre stratégie, vous avez laissé traîner ce qu'on appelle des call to action, des appels à l'action. Soit un petit numéro de téléphone facile pour pouvoir rappeler ou être rappelé, soit un petit formulaire de contact. En tous les cas, la personne va glisser tranquillement de visiteur à prospect. Et puis, à un moment donné, en fait, elle va rentrer dans votre base de données et vous allez concrètement la prospecter pour pouvoir la convertir en client. C'est ce qu'on veut tous. Et donc, au fil du temps, bien sûr, le volume du nombre de personnes en fait, diminue. C'est à voir ça comme un entonnoir. Et retenez bien cet entonnoir parce qu'en fait, dans vos statistiques, finalement, c'est un petit peu toujours cet entonnoir qu'on retrouve. Un nombre de visiteurs inconnus qui s'intéressent à telle ou telle chose, des visiteurs un petit peu plus spécifiques qui vont se glisser sur vos pages, encore un petit peu plus spécifique, des gens qui vont prendre contact afin de devenir des prospects. Et puis ensuite, un petit échantillon de clients, 1, 2%, voire même 0,5% de la masse totale du trafic que vous allez attirer sur votre site web, qui va devenir un client. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, on a des budgets pour attirer tout ce gros volume. Et à la fin, il faut qu'on calcule notre retour sur investissement, sur la masse de personnes qui sont devenues clients, sur notre marge sur ces clients. Et ensuite, est-ce que la marge est suffisante pour justifier un budget publicitaire ou un investissement en temps qui est nécessaire pour pouvoir attirer ce volume sur le site. Et puis, une fois les clients satisfaits, une fois que la prestation est terminée, devinez quoi, c'est pas fini, il y en a encore. Parce qu'en fait, on peut attendre un peu plus après, une fois que la personne est devenue cliente. On peut aller chercher un avis client. On peut transformer la personne en prescripteur, c'est-à-dire que la personne va vous recommander. Et donc ça, c'est génial parce que vous allez avoir la confiance de la personne à qui vous avez vendu quelque chose, vous avez fait un travail de qualité. Et donc derrière, la personne va vous recommander à son réseau personnel. Et ça, c'est très intéressant aussi parce que derrière, tout le budget nécessaire à l'acquisition, vous mettez une petite croix dessus parce qu'en fait, par la prescription, finalement, c'est presque gratuit. En fait, c'est du bouche à oreille. Bouche à oreille qui fonctionne très bien en complément d'une stratégie web complète.
Voilà un petit peu le cycle de vie à ne pas oublier. Et je vous parlais des avis d'ailleurs. Une fois que la personne est cliente, si la personne est satisfaite, allez collecter un avis. Si elle n'est pas satisfaite, c'est pas grave, vous ne lui proposez pas. Mais en général, ça ne dure pas longtemps quand les gens ne sont pas satisfaits. Mais si la personne est satisfaite, en tout cas, allez collecter cet avis, c'est très important. Encore une fois, la preuve sociale va être importante. J'attire aussi votre attention sur la page Google My Business. Je fais des parenthèses, je suis désolé parce que c'est important. La page Google My Business, quand une personne recherche votre entreprise sur un téléphone, c'est la page qui sort en premier. Vous avez beau avoir un très bon référencement, c'est la page qui sort en premier. Donc là-dessus, on va retrouver le lien vers votre site web, mais également tous les avis que vous aurez pris soin de glisser, de clients satisfaits et qui vont venir encore une fois crédibiliser votre offre. Alors là, c'est un petit cas, un cas particulier parce que je vais vous parler de mon travail, en fait, de ce que je fais au quotidien. Donc là, il s'agit d'une année, on va dire, on démarre en janvier 2023, d'un commerce en ligne en fait, qui vend du vin. Un commerce un petit peu particulier parce que finalement, c'est un commerce qui est né juste avant le Covid et qui a eu très très peur pendant le Covid parce qu'il y a pas mal de commerces qui ont dû fermer à cette période-là et puis le futur était incertain. Et quand vous démarrez, vous n'avez pas forcément un fonds de trésorerie très très important, vous êtes tout seul, au mieux 1 ou 2 salariés et vous subissez ça de plein fouet. La personne avait investi dans un local, un très très beau local. En plus, quand vous êtes caviste, vous investissez dans des produits, dans des bouteilles. Donc vous avez une avance de trésorerie à faire parce que vous achetez les produits et ensuite vous les revendez avec de la marge. Et donc la période était assez difficile. Et donc la mission qui nous a été confiée là, c'était de déporter le chiffre d'affaires que la personne faisait dans sa boutique en ligne. Parce que la personne a eu très très peur. Et donc la mission qui a été confiée, c'était peu importe que mon magasin physique ferme demain, je ne veux plus avoir cette peur-là et cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Je souhaite en fait que mon chiffre soit déporté. Alors, c'est pas pour se la raconter qu'on va mettre les chiffres, c'est juste pour vous dire que ces chiffres-là, ils existent, en fait, que ça, c'est de la pure vente en ligne et qu'il y a bien des gens qui achètent en ligne. Vous le faites, on le fait, c'est possible d'atteindre ce chiffre-là, 1 demi-million, 1 million, 2 millions de chiffres d'affaires, c'est tout à fait crédible. Pour ce caviste, en fait, il y a une stratégie en ligne qui s'est basée sur 3 années maintenant, avec 3 sites web finalement. Cette personne-là, elle avait un site web avant. Alors moi, j'ai fait des gros yeux parce que le premier site internet, c'était un site de vente en ligne. C'est pas moi qui l'ai fait. Et en fait, on savait même pas qu'on pouvait acheter sur le site. Donc là, en termes simplement d'ergonomie, quand on regardait le site, on se disait, mais ok, je comprends, on dirait du vin, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Et donc le prospect, quand il arrivait, finalement, il fallait faire tout un parcours du combattant pour pouvoir finalement commander. Et c'était manifestement assez compliqué. Et même moi, avec toute la bonne volonté du monde, j'ai mis plus de 5 minutes à voir qu'il y avait un petit bouton en 2e niveau d'arborescence qui disait « Visiter notre cave ». Visiter notre cave, ah bon, vous faites visiter physiquement la cave peut-être? Non, visiter notre cave, en fait, c'était la page boutique sur laquelle on pouvait ensuite filtrer et retrouver les différents vins. Petit problème de guidage. Encore une fois, retenez cette idée de l'entonnoir parce que finalement, l'entonnoir, il est partout. Il est dans vos statistiques, il est dans le guidage d'un utilisateur sur une page de vente avec des infos générales qui vont de plus en plus spécifiquement vers un bouton, vers un appel à l'action. Donc 3 étapes. Une première refonte en fait sur WordPress parce que la personne n'avait pas forcément beaucoup de budget, mais on peut faire déjà des belles choses sur WordPress. On peut déjà arriver à faire de la vente. Donc c'est ce qu'on a fait. En fait, on a fait un petit site pour tester le marché. Là, les choses étaient claires. On avait à peu près 500 produits. On pouvait déjà commencer à faire des ventes. Mon but était de montrer qu'on pouvait faire des ventes parce que vous avez des fois des prospects, des clients qui sont un petit peu échaudés par leur expérience. Et puis les ventes, elles sont arrivées. C'est-à-dire qu'on a mis un petit budget SEA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la publicité en ligne, Google AdWords notamment, ou Google Shopping. On a travaillé un petit peu le SEO. Alors, dans le cas d'un caviste, en fait, c'était assez malin parce qu'on s'est référencé sur les domaines viticoles. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des articles, non pas sur les produits, mais sur les domaines en eux-mêmes. C'est-à-dire, on disait, voilà, on distribue tel domaine, ce domaine a telle qualité, et puis il a tel produit. Pourquoi on a fait ça dans une stratégie SEO, donc de référencement naturel? Parce qu'en fait, les domaines viticoles, ils sont pas encore très développés, on va dire, sur Internet. C'est quelque chose qui est naissant. Certains le font très bien le travail, mais il y a certains domaines en fait qui n'ont pas de présence en ligne. Du coup, le simple fait de parler de ces domaines sur un site, en fait, nous représentait, et souvent on était en 1re, 2e, 3e position sur ces domaines-là. Donc on a pu conquérir des places. Et moi, toujours dans cette démarche de donner confiance à mon client, de lui montrer que le chiffre d'affaires est possible.
À un moment donné, il s'est dit, bon, on va passer à la vitesse supérieure. Donc après, la suite, elle est en escalier. En fait, on va monter. Donc on a changé le CMS, on a changé l'outil sur lequel il travaille. On est passé sur PrestaShop, on a multiplié par 5 le nombre de produits. On a aussi beaucoup augmenté ses budgets en Google AdWords, en publicité. En référencement aussi, puisqu'il a maintenant une personne qui s'occupe de ses fiches produits, des fiches domaines et qui en rédige tous les jours. Donc on est passé vraiment à la vitesse supérieure. Et quand vous voyez son budget, finalement, Google Ads, on va être en fonction de la saison, parce que c'est saisonnier, on va être à entre 2 000 et 5 000 euros de budget AdWords, ce qui est un budget correct pour 2-3 ans d'existence. C'est tout à fait correct. Et le but, ça va être de monter un petit peu. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on vous annonce un budget Ads, par exemple, vous discutez avec un de vos collaborateurs, un concurrent, ou voilà, on échange un peu. La personne va vous dire, bon, bah, moi, j'ai 8 000 euros de budget ads, tu sais, ça se passe comme ça, j'ai 15 000 euros, 20 000 euros de budget ads. On voit ça souvent sur les réseaux sociaux, souvent c'est des budgets énormes. Sur LinkedIn, tout le monde gagne 20 000 euros par mois, tout le monde a un budget publicitaire, bref, passons. Peut-être que c'est vrai, peut-être que la personne, elle a ce budget-là. Par contre, prenez en considération le fait que la personne, elle a démarré petit avant et qu'elle est montée petit à petit. Parce que quand on voit un budget ads comme ça, on se dit, ouais, c'est énorme en fait, est-ce que je vais arriver à mettre cette trésorerie-là dedans? Dites-vous bien que la personne, elle a démarré doucement et que c'est dans cette logique-là qu'il faut démarrer un budget publicitaire. Pour ne pas vous faire peur en fait. Donc, un investissement en termes de SEO, rédaction de contenu, en SEA, avec des publicités très ciblées sur certains domaines recherchés. Là, dans le domaine du vin, c'est un petit peu particulier parce qu'on va surfer à la fois sur la rareté d'un vin et sa nouveauté quand elle sort. Donc il y a vraiment des stratégies spécifiques à mettre en place. Et c'est quelque chose de très exigeant parce qu'on imagine qu'une bouteille de vin, on ne peut pas avoir toutes les bouteilles de vin du monde. On va avoir une cinquantaine de bouteilles. Et quand la cinquantaine de bouteilles, on l'a plus, on passera au millésime suivant, bien sûr, mais il faut passer sur une stratégie, sur une autre bouteille, sur un autre vigneron, sur les champagnes, sur autre chose. Donc c'est quelque chose de très exigeant, pas comme quand on vend des maisons où finalement nos campagnes se ressemblent quand même un petit peu d'une année à l'autre. Ensuite, on est passé sur un fichier client qu'il fallait construire. Alors ça, c'était la stratégie de base parce qu'on entend beaucoup SEO, SEA. Ça, c'est le mot que les agences ont à la bouche, mais on ne valorise pas assez le fichier client existant. En tout cas, à construire quand vous démarrez une activité. Ce fichier, il est à construire. Pourquoi? Parce que derrière, quand vous allez relancer proprement les gens derrière pour les fidéliser, une fois qu'ils ont acheté une fois, eh ben, on va pouvoir aller chercher des ventes supplémentaires sur le fichier existant. Donc il faut impérativement le construire parce qu'il va venir dans les mois et années à venir, il va venir soulager vos budgets publicitaires, il va venir soulager vos budgets SEO, puisque les gens sont déjà acquis, ils ont déjà fait l'effort de travailler avec vous, ils ont déjà payé. Donc en fidélisant 1000, 2000, 3000 personnes et en récupérant encore une fois un échantillon, eh ben, au bout de quelques mois, vous allez vous trouver avec un nouveau support de communication que vous allez vous créer vous-même, votre fichier à vous, votre liste. Question? Oui. C'est une bonne question. En fait, la newsletter, elle ne sert à rien. Je suis désolé de le dire comme ça. Elle ne sert à rien si tu n'as rien d'intéressant à dire. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment intéressant. En marketing, ce sera vraiment une grosse carotte. C'est-à-dire qu'il faut que la personne, elle se dise, cette newsletter, elle est importante pour moi. Avant même d'écrire ta newsletter, il faut se dire, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à dire, qu'est-ce que j'ai d'intéressant à partager pour que mes clients, en fait, attendent ma newsletter. C'est même pas qu'ils l'ouvrent, c'est qu'ils l'attendent avec impatience. J'ai connu quelques grands noms du marketing, en fait, où quand tu étais inscrit dans leur liste, véritablement, tu attendais. Tu disais, mais quel est son avis sur l'intelligence artificielle? Quel est son avis sur tel sujet? C'est incroyable, à chaque fois que je lis ces mails, j'apprends quelque chose, et puis c'est peut-être même directement transposable dans mon business. Cette newsletter me fait gagner de l'argent, et elle est gratuite. L'idée, c'est ça. Et la raison pour laquelle c'est fondamental de le faire comme ça. Pour l'instant, même moi, je n'ai pas mis en place de newsletter. C'est quelque chose auquel je pense. Mais je sais que pour que ça marche, il faut un niveau de qualité vraiment très important. Pour avoir ce niveau de qualité, il faut avoir des choses à dire. Et il faut avoir des choses intéressantes à dire. Et il faut avoir le temps pour le dire. Donc, pas mal de facteurs. On pourra discuter aussi des outils, si vous avez des questions sur les outils pour envoyer une newsletter, parce qu'il y a quelques outils intéressants sur le domaine. Mais la newsletter, elle est importante. Dans le commerce du vin, on a affaire donc à une cible qu'on connaît. Ce sont des gens qui ont acheté du vin. On peut aussi segmenter notre fichier en travaillant uniquement sur les gens qui ont un panier moyen de plus de 500 € cette année. Par exemple, on ne va pas s'adresser à ces gens-là de la même manière que la personne qui a juste acheté une bouteille à 20 balles, sans mépris aucun. C'est juste qu'en termes de
en termes de contenu, en termes d'éditorial, on va présenter des choses différemment. Du coup, l'idée, c'est quand même de s'adresser aux gens, de dire par exemple qu'on a un nouvel arrivage de tel produit, qui a eu un grand succès l'année d'avant, et que du coup, le stock il est limité parce qu'on est dans un produit rare et limité, et que du coup, voilà, le stock vient d'arriver, j'en dis pas plus, il n'y a pas de promo, mais ça va partir vite, donc vous savez quoi faire. La personne va venir et en général, c'est ça qui est intéressant et on abordera la partie statistique juste après. On a un pic de statistiques à l'envoi de la newsletter. Si la newsletter est bien rédigée, en fait, on va traquer cet élément et on va avoir un beau pic et 2-3% de personnes, peut-être un petit peu plus. En général, c'est un petit peu plus que le volume du référencement naturel. En fait, on va être sur 3, 4, 5% de gens qui vont passer à l'action parce qu'ils nous connaissent déjà. En fait, l'effort a été fait. Et au passage, dans une newsletter, on va attirer des gens qui n'ont pas pour origine un budget publicitaire. Donc encore une fois, on économise sur le budget publicitaire puisque ces gens-là, en fait, sont déjà venus et font partie de notre base de données. Donc on fait une économie là-dessus. Et donc, on va avoir ici une double stratégie, l'acquisition de nouveaux clients, la fidélisation de clients existants. On ne s'en rend pas trop compte quand on a une trentaine, une cinquantaine de clients. Quand on en a 2000, 3000, ça peut représenter un bel échantillon. 10 000, j'en parle même pas. Et on peut même envisager, si on a un business qui est connexe avec un partenaire qui a un business connexe au nôtre, de partager le fichier, en fait, de se recommander entre fichiers. Ça s'appelle des joint ventures, où on va partager notre fichier. Et je prends un exemple, je ne sais pas moi, un vendeur de costumes qui ferait un partenariat avec un vendeur de chaussures qui irait très bien avec les costumes, pour donner de la voilure à un partenaire ou que ce partenaire nous donne de la voilure. C'est des choses qui sont possibles, il faut simplement en discuter. Un truc qui me choque, puisqu'on est sur la partie fichier, newsletter, c'est quand on a un fichier qui n'est pas exploité. Je vous montrerai dans l'exemple tout à l'heure, je suis tombé sur un fichier, 8000 personnes avaient acheté sur le site internet, moi je fais la refonte, et j'ai un fichier, froid mais quand même, un fichier de clients existants sur les 4-5 dernières années, sur lesquels on pourrait aller chercher encore un petit peu de conversion, certainement, très certainement. Après, dans la stratégie, il y avait aussi la notion de CRM, une logique d'achat et de stratégie transverse. Alors, je vais pas tout développer, mais l'idée, c'était plutôt de maîtriser ses coûts. Un site internet, il va vous donner des statistiques sur qu'est-ce qui marche le mieux sur votre site. Donc, quand vous êtes vendeur de vin, s'il y a des bouteilles qui ne marchent pas, l'année prochaine, quand vous ferez vos achats, vous allez peut-être éviter d'acheter ce qui ne marche pas, en fait. Et vous allez plutôt faire le forcing auprès des domaines qui se sont bien vendus l'an dernier, parce qu'il y a des chances que ça se vende mieux. Et au fil du temps, 2, 3, 4 ans vont passer, et vous savez que ce domaine-là, ça va se vendre, donc vous maximisez vos achats, vous négociez à fond pour avoir un maximum de volume en tant que caviste, pour avoir les produits qui fonctionnent. Et vous allez définir une part de produits un peu plus risqués, vous allez aller vers des découvertes, des petits jeunes qui commencent, des gens qui n'ont pas forcément de réputation, mais dont vous avez aimé les produits, et vous allez essayer de les placer. Mais pas trop, parce que sinon, sur votre site internet, ça ne se vendra pas. Voilà. Quand je parle de stratégie transverse, là pour le caviste, en fait, il a une très très belle salle en Alsace, et en fait, il s'agissait dans cette salle en fait de faire des événements physiques de clients qui avaient une adresse en fait dans le coin et de faire des événements de dégustation en fait tout simplement avec traiteurs, parce que loin des yeux, loin du cœur, donc quitte à faire autant faire venir les gens sur place, et puis les gens repartiront avec un petit carton à la fin de la soirée de vin. Ça, c'est un autre cas en fait. Donc c'est une personne qui est toute seule. Le monsieur est garagiste, en fait, initialement de formation. Son métier, c'est d'entretenir les moteurs. Il est spécialiste dans les moteurs. Et un jour, il s'est dit, finalement, puisque je sais entretenir un moteur, il n'y a pas que dans les voitures qu'il y a des moteurs, il y a aussi dans les machines pour travailler le bois. Donc tout ce qui va être fendeuse à bois, notamment, et broyeur. Et en fait, il sait qu'est-ce qu'un bon broyeur, qu'est-ce qu'une bonne machine à bois et comment l'entretenir. On est parti ensemble sur ce site internet-là. Donc c'est un panier moyen qui est quand même assez élevé. Là, le panier moyen ne veut pas dire grand-chose parce que finalement, le panier moyen est très élevé quand vous achetez une machine. Donc on va être sur 2 à 5 000 € pour acheter une machine. Et ensuite, derrière, vous avez des accessoires. Donc une lame de scie. Donc là, on va plus être à 50, 100 €. Donc là, le panier moyen est un petit peu biaisé. Là, la stratégie était un petit peu différente. Donc c'est sur ce client-là. Attendez. Je ne peux pas revenir en arrière. Bon, c'est sur ce client-là en fait, qu'on a fait une refonte et sur lequel je suis tombé sur un fichier client qui était inexploité. Là, la stratégie, elle a été complètement différente. Il avait déjà un bon budget SEA, il était convaincu par la publicité, donc on a maintenu ce budget. Je n'ai pas touché plus que ça sur ce budget-là. Par contre, on a eu un très très gros travail SEO.
parce que sur les fiches produits, le travail n'était pas fait. Il y avait énormément de copier-coller. Donc attention, hein, les règles d'hier sont encore valables aujourd'hui. Vous faites du copier-coller, c'est pas bon du tout sur vos fiches produits. Quand un internaute va dépenser une belle somme en ligne, 2, 3, 4, 5 000 euros, je pense qu'avant ça, il va réfléchir beaucoup et il va avoir besoin d'une belle description du produit pour que vous puissiez répondre à toutes ces questions avant qu'il sorte la carte bleue. Donc, première stratégie, en fait, sur ces 20% de produits qui marchaient le plus et qui représentaient 80% de chiffre d'affaires, on a tout de suite appuyé sur les descriptions, des belles descriptions bien fournies. Et ensuite, on a rajouté quoi? On a rajouté de la vidéo. Pour lui, la vidéo était intéressante. Je n'ai pas abordé LinkedIn, je n'ai pas abordé les réseaux sociaux tout de suite. J'ai abordé la vidéo parce qu'on avait besoin d'une preuve de l'usage de la machine. On a la photo de la machine, on a le descriptif de la machine. Et bien maintenant, on a la vidéo de l'usage de la machine en état de fonctionnement où sur un broyeur, on va balancer les branches dedans et ça ressort du broyat. Voilà, incroyable. On pouvait se l'imaginer, mais c'est quand même beaucoup mieux de le voir en vrai. C'est d'autant mieux que non seulement on prouve à notre utilisateur qui vient sur la fiche que la machine, elle existe et qu'elle est efficace. Mais en plus de ça, comme on publie la vidéo sur YouTube et qu'on travaille nos mots-clés sur YouTube, YouTube égale Google, donc on travaille aussi notre SEO d'une même manière. Ça, c'est connecté. Donc finalement, on va travailler nos réseaux sociaux en créant une preuve sur nos fiches produits. Et de cette manière-là, on va maximiser notre budget publicitaire, puisque notre internaute qui arrive sur la fiche produit, il va voir tous ces médias réunis sur une seule fiche produit, et ça va peut-être le décider. Après, il y a des problématiques de trésorerie, parce que quand on dépense 2, 3, 4, 5 000 euros en ligne avec notre petite carte bleue, ça pique, et du coup, il faut aménager ces choses-là. Aujourd'hui, on l'a fait depuis, je dis aujourd'hui, non, ça fait à peu près 6 mois, on a mis en place Alma. Qui connaît Alma ? Vous avez déjà consommé peut-être avec Alma, donc ça vous permet en fait tout simplement de payer en plusieurs fois. Donc on s'est retrouvé avec un client qui avait un beau panier moyen et la possibilité de payer en plusieurs fois. Donc on a débloqué des paniers perdus qu'on avait sur le site. Au passage, on les retrouve dans nos statistiques. Donc j'avais vu les paniers perdus s'accumuler. Et je me suis dit peut-être qu'on peut diminuer ce nombre de paniers perdus en fait, en proposant une facilité de paiement. Au passage, on avait remarqué qu'un concurrent avait des prix un petit peu plus agressifs, parce que sur ces prix-là, en fait, les marges sont très très faibles. On bataille à 20% de marge, 10% de marge. Donc, il suffit que vous ayez un concurrent qui a un avantage, parce qu'il achète du volume, et donc il peut baisser un petit peu plus. La différence, elle est nette. Hein. Vous économisez 500, 600 euros sur votre achat, ça peut être, c'est pas anodin. Donc, on a décidé de maintenir le prix, de faire une défense de prix, par contre, de proposer un paiement en 3 fois. Et donc ça va venir contrebalancer en fait lors de l'achat. Le fait qu'on ait un concurrent qui soit peut-être un peu mieux placé. Et cette facilité d'achat, en fait, voilà, toutes les semaines, on va avoir un achat supplémentaire à 2 000 à 3 000 euros. On sacrifie un petit peu de marge parce qu'il y a des commissions, bien sûr, chez ses partenaires, mais c'est peut-être un achat qu'on n'aurait pas eu. Donc ça, c'est une journée type. Là, on est sur un back-office de PrestaShop. J'ai gommé les noms, mais vous avez... en fait, l'illustration de ça, en fait, avec des machines à 3 000 euros et puis de l'accessoire. Je n'ai pas de paiement Alma là à vous montrer, mais en règle générale, on va avoir un petit paiement en 3 fois qui va arriver sur une semaine. Une refonte du SEO, du SEA. Un fichier client dormant que j'ai réchauffé petit à petit. Alors, il faut y aller avec des pincettes parce que c'est des gens qui ne vous connaissent plus depuis 3-4 ans. Donc, quand vous allez travailler ce fichier, coucou, c'est Fabrice. ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas parlé. Donc, faut y aller vraiment, vraiment tranquillement et tout de suite apporter de la valeur, comme je le disais, en fait, en disant, voilà, le site a changé de look, vous êtes ancien client, je vous le rappelle, vous avez toujours un compte client chez nous, on a des nouveautés. Si vous êtes comme nous, passionné par le travail du bois, on a fait justement un petit tuto, un petit guide pour savoir comment débroussailler son jardin, etc., en apportant de la valeur. Et d'ailleurs, ces petits tutos, ces petits guides, ils vont servir à venir réchauffer un fichier client, mais ils vont servir aussi à votre stratégie SEO. Pensez, quand vous faites quelque chose, à faire toujours d'une pierre 2 coups, d'une pierre 3 coups. Si vous créez du contenu, ça peut être du contenu intéressant pour votre newsletter, très bien. Ça peut être aussi du contenu pour votre SEO. Pensez toujours, quitte à faire un effort, autant qu'il soit maximisé sur plusieurs supports. Stratégie vidéo, réseaux sociaux. On avait travaillé un tout petit peu les réseaux sociaux parce qu'en fait, on a des influenceurs bûcherons, ça existe sur YouTube. Du coup, on les a ciblés en fait, et ces personnes-là, on leur a mis en prêt des machines pour qu'ils puissent les tester dans leur travail quotidien. Et comme ça, aspirer leur communauté sans forcément être présents nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, avec la technique, oui. Avec la technique, on arrive très facilement à créer des liens d'affiliation, des liens de partenariat où finalement, vous avez un youtubeur bûcheron qui va travailler avec la machine, il va inventer les mérites in situ.
Et ensuite, il va dire, vous cliquez sur la vidéo si vous voulez plus de renseignements. Et sur le lien, il y a un petit tracker. La personne va aller directement sur la fiche produit et on saura rétribuer ce YouTuber ou cet Instagrammeur par rapport en fait au lead qu'il a pu générer, puisqu'on va le traquer de bout en bout jusqu'à l'achat. Et donc, sans être présent sur les réseaux sociaux, on a un partenaire qui va faire le travail pour nous et qui a peut-être même une belle communauté pour pouvoir le faire. Certaines fois même, ce type de stratégie se fait en amont du lancement d'un projet. Là, on est en train de préparer une application mobile dans le domaine de la pêche. Elle n'est pas sortie, elle sortira peut-être dans 6 mois, peut-être 8. Et du coup, ce projet-là, en fait, on va le préparer en amont sur les réseaux sociaux, à identifier les profils de pêcheurs, parce que c'est dans le domaine de la pêche, les identifier clairement, commencer à faire monter nous-mêmes un profil sur le domaine de la pêche, et petit à petit distiller le message sur le produit qu'on veut pousser au moment où il sera prêt. Différents piliers à retenir. Je fais attention à l'heure. Différents piliers à retenir. Donc, un site bien conçu. Bien conçu, ça veut tout et rien dire, mais renseignez-vous sur Internet. Il y a énormément de contenu gratuit sur qu'est-ce que c'est qu'un site bien conçu. Vous pouvez trouver quand même déjà pas mal de critères. Questionnez l'agence avec laquelle vous travaillez, c'est super important là-dessus. Un bon partenaire SEA, si vous ne le faites pas vous-même. Donc, le partenaire SEA, c'est tous les gens qui vont faire des campagnes. Donc, il y a des gens qui le font. Vous avez des freelances qui font ça. Vous avez des agences qui font ça. Demandez-leur les résultats, en fait. Pour 1 euro investi, combien est-ce que je peux récupérer? Parce que Google nous donne des indices. Ne cédez pas au kit tout fait à moins de 600 € par mois de publicité, parce qu'il est possible que vous dépensiez ce budget à perte si la concurrence est trop forte pour que vous soyez représenté dans un budget aussi court. Donc attention, parce que tous les kits préfaits, c'est surtout éviter. Il est possible que dans votre marché, il faille mettre un vrai budget publicitaire, et donc ça s'anticipe. Une stratégie SEO, pareil, si vous avez la plume, essayez de fonder une stratégie SEO. Le but, c'est pas de se retrouver le lundi matin à se dire zut, ma stratégie SEO, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Non, c'est vraiment créer un calendrier, une ligne éditoriale, et que vous sachiez à l'avance sur quoi est-ce que vous allez communiquer. Les réseaux sociaux, bien sûr, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez les utiliser si c'est pertinent. Le terrain, à ne pas oublier, la collecte d'avis, aller dans des ateliers de networking, prospecter, aller chercher des partenaires. Le travail de terrain, il est important. Les entrepreneurs en pyjama, ça existe que dans les rêves. Bien que j'ai un client qui veut même plus, le caviste, là, il veut plus sortir de chez lui maintenant qu'il a compris qu'il faisait des ventes le dimanche et que le lundi matin, il pouvait faire ses cartons tranquillement sans recevoir de public. Il hésite quand même un petit peu. Mais voilà, le travail de terrain est important. Et un dernier point sur le tracking, parce que la data, ça vaut de l'or aujourd'hui. Vous avez un site internet qui est en ligne très bien, il gère de la data, et cette data, elle est censée éclairer votre stratégie, elle est censée affiner votre stratégie. Et pour ça, vous avez tous subi l'évolution de UA, Google Analytics, Universal Analytics, vers Google GA4. Je dis subi parce que même pour quelqu'un qui est dessus depuis 10 ans, ça a été un choc émotionnel et intellectuel très fort. On a mis, je crois, 1 semaine à retomber sur nos pattes et on s'y est pris en avance. Donc en gros, Google Analytics, paramétré correctement. Et ensuite, vous allez pouvoir générer des rapports sur un petit outil que vous pouvez noter dès à présent parce qu'il est super important, ex-Data Studio, parce qu'il a changé de nom. Il s'appelle Looker, L-O-O-K-E-R. Et donc ça, c'est à voir avec votre agence, mais je pense qu'il faut vraiment utiliser Looker parce qu'en fait, le Google Analytics d'aujourd'hui ne donne pas forcément de résultats fiables, surtout en e-commerce. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas fiables, c'est qu'ils sont présentés d'une manière qui n'est pas forcément lisible et on ne peut pas tirer de conclusion aussi efficacement qu'un Looker. Et donc sur un Looker, vous avez toutes vos transactions. Là, c'était sur des punaises de lit. Je travaille aussi dans ces domaines-là. Sur les produits, par exemple, qui vont fonctionner. Là, on était sur une période de fin d'été où il y avait des moustiques, il y avait pas mal d'insectes. Donc on voit qu'il y a un insecticide foudroyant qui ressort au niveau des ventes. Ce n'est pas une surprise puisque la campagne concerne cet insecticide. On a fait nos tests. Et du coup, on a les catégories qui performent le mieux, les anti-nuisibles. Le revenu moyen avec le panier moyen, toutes ces données, en fait, elles sont tirées de Google Analytics, mais utilisez Looker pour aller les chercher et spécifiquement mettre vos indicateurs à l'intérieur pour pouvoir avoir une vision sur un format A4 et de manière dynamique. Vous avez tout, en fait, directement sous vos yeux pour pouvoir suivre vos statistiques. Ça, avec Looker, en fait, vous allez pouvoir le créer de toutes pièces. Vous créez vos propres indicateurs, vous les mettez en forme comme vous voulez. Ça peut être un camembert, ça peut être un tableau, ça peut être tout ce que vous voulez. Mais intéressez-vous à ces outils parce que si vous maîtrisez votre data, vous maîtrisez tout, en fait. Vous pouvez prendre vos décisions de manière très, très juste et très fine. Là, j'étais sur un autre Looker en fait, qu'on a fait avec un tracker de numéro de téléphone.
Donc là, en fait, on va avoir des visites, on va avoir des formulaires de contact qui sont traqués. J'ai enlevé les noms. Et en fait, chaque jour, on a un petit volume de numéros de téléphone. Donc là, c'est quelqu'un en fait, qui fait de la location de bennes en région mulhousienne, des bennes pour les gravats, etc. Et ben, je voulais aussi prouver que mon travail a du sens. Et du coup, je lui ai dit, tiens, là, tu as reçu 10 appels. Là, aujourd'hui, tu as reçu 5 appels. Qu'est-ce qu'il en est maintenant dans ta prospection? Est-ce que tu arrives à convertir? Est-ce que c'est rentable? On va s'intéresser après derrière à qu'est-ce qu'il fait lui au téléphone. Est-ce qu'il fait ses devis à l'heure? Est-ce qu'il est performant dans cette démarche commerciale et pas que dans son métier? Et ensuite, a priori, la campagne continue, donc on est bien, mais on est capable de mesurer ses résultats avec beaucoup de finesse. Je voulais vous parler des partenaires aussi, parce qu'il faut s'appuyer de photographes, de vidéastes, de rédacteurs, de graphistes, d'agences, de consultants en marketing. En fait, ils sont là sur le terrain et donc vous pouvez vous appuyer sur eux. Un petit point aussi, c'est mon dernier slide promis. Vous construisez un processus. Quand vous démarrez un projet, vous construisez un processus. Ensuite, vous testez votre processus. Ensuite, vous exploitez votre processus. Ensuite, vous automatisez votre processus, si c'est possible. Et ensuite, vous dupliquez votre processus. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis là. Merci, Merci Nicolas. Merci beaucoup. Je crois que je vais aller m'acheter une broyeuse à végétaux. T'es prêt? Ouais. Et puis un peu de vin pour me remettre après ça. Un petit peu de vin pour la notice explicative. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Timing serré. Désolé, je te courte un petit peu, mais il faut qu'on embraye. De toute façon, les coordonnées, où tu vas indiquer. Ouais, Mobitic. Si vous tapez voilà. MOBYTIC sur Internet. Ok. Le temps donc que la session suivante s'installe. Alors. C'est un tout petit peu moins glamour, la session suivante. Je ne sais pas si vous l'avez au niveau du programme, mais c'est pas moins intéressant, ou en tout cas très important, puisqu'il s'agit de la facturation électronique. Ça va nous tomber dessus tous, ça va vous tomber dessus, ça va être une obligation. Donc c'est impératif de se poser des questions là-dessus, de savoir comment ça se met en place. Donc je vous invite vraiment à vous y intéresser. Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez quand même rester tout à fait dans la salle. Un sujet capital. N'attendez pas, parce que sinon ça va encore être un vrai problème dans un an quand il faudra s'y mettre. Et là, tout le monde viendra pleurer en disant c'est urgent, je l'ai besoin pour demain. Donc intéressez-vous à ce sujet. 5 petites minutes là d'échange. N'hésitez pas aussi à aller voir les personnes qui sont à côté et qui sont là aussi pour répondre à toutes vos questions. Elles s'ennuient là pendant que Nicolas parle, elles s'ennuient. Là, allez les voir, elles seront très contentes que vous ayez les rencontrer, leur poser des questions. 5-10 minutes max, on démarre la session suivante. Merci. Et la petite musique pour se concentrer.